Pourquoi écrire un nouveau livre quand il se fait bien tard et que le jour baisse? Pour faire de la lumière et y voir clair en soi-même. À 93 ans, je ne vais pas ajouter à mes œuvres complètes un nouveau fascicule. Ce serait dérisoire que de prétendre donner une dernière leçon, un dernier cours, à moins que ce ne soit pour célébrer la dernière classe. Mais enfin, je n'en suis plus là. Et si je reprends la plume, c'est certainement pas pour transmettre un message complémentaire, pour transmettre une vérité oubliée ou que j'aurais découverte depuis. Si je reprends la plume, c'est pour faire la lumière en moi-même, pour juger de ce que j'ai pu réaliser. Il s'agit au fond, non pas d'un livre testament, non plus que d'un livre programme, mais il s'agit purement et simplement d'un examen de conscience. J'ai toute ma vie essayé de transmettre le patrimoine intellectuel et spirituel de l'Occident, c'est-à-dire transmettre ce qui avait été vécu au plan de l'esprit depuis 2500 ans, c'est-à-dire depuis les présocratiques jusqu'aux penseurs contemporains. Transmettre, c'est-à-dire faire passer à chaque classe d'âge qui de rentrée en rentrée m'était confié ce patrimoine, afin qu'ils se l'approprient et en fassent précisément leur nourriture. Or, est-ce que le passage s'est bien effectué? Et qu'est-ce que j'aurais à dire de ce passage même? C'est l'objet de ce livre. Faire la lumière en moi, faire la lumière dans ce cheminement qui déjà s'enténèbre, et essayer de l'authentifier en retenant ce qu'il a de plus significatif. Mais à quoi cela ressemble-t-il que cette manière de ramasser en une dernière gerbe les épis laissés sur le sol? La dernière gerbe, c'est ce que le moissonneur de mon pays d'Ardèche appelle depuis toujours la part à Dieu, c'est-à-dire celle qui est vouée au Seigneur, c'est-à-dire celle qui sera offerte en holocauste pour constituer l'expression d'un sacrifice. La part à Dieu. Or, c'est cette part à Dieu qui, précisément, constitue le grand moment de vérité, puisque le moissonneur de mes ancêtres portait cette gerbe au foyer pour la brûler, symbole de ce qui devait périr pour que l'essentiel puisse renaître. Or, dans un enseignement, il y a sans doute toutes les scories, toutes les opinions, toutes les idéologies dont la vérité doit pouvoir triompher en s'en dépouillant par cette consomption qui en emportera le faire-valoir inutile. Il y a cette opération sacrifice. Car en effet, nos vérités sont toujours habillées
d'un faux semblant qui permet de les créditer et de les faire passer en les associant aux fausses valeurs du siècle. Or, c'est cette doxa, cette opinion qu'il faut savoir sacrifier. Et je le fais en me référant toujours à l'auteur qui m'accompagna tout au long de mon chemin, Blaise Pascal, qui, dans le récit qu'il fait de l'illumination qu'il eut le 23 novembre 1654, va dire avoir été témoin d'un feu dans sa petite chambre du quartier Saint-Michel qui brûlait sans consumer, qui brûlait sans détruire. Ce feu, donc, qui brûle sans consumer, va emporter avec lui tous les scories et tous les faux semblants d'une vérité habillée d'opinion pour retrouver la vérité dans sa pureté et dans son authenticité. Donc je dirais que l'objet de ce petit livre, c'est de réserver sa part à Dieu dans cet examen de conscience qui, de tout un cheminement d'enseignants, ne retiendra que l'essentiel, ce qui mérite de subsister. C'est le cœur qui en juge, mais le cœur, qu'est-ce que c'est? C'est cette force en nous qui n'est pas nous. Si je reprends le beau mot d'un de mes maîtres, je veux dire d'un de mes élèves, car je n'ai pas eu d'autres maîtres que mes élèves, Christian Bobin, le cœur est cette force en nous qui n'est pas nous. Alors, qu'est-ce que ce prologue signifie? Il me faut maintenant m'exécuter, c'est-à-dire reprendre le long chemin que j'ai pu parcourir et le comprendre. Qu'est-ce que j'en retiens aujourd'hui? Qu'est-ce qui constitue l'originalité de cette démarche? Essayons d'imaginer ce qu'était la situation d'un cagneux d'Henri IV préparant l'école normale supérieure à l'année où je rejoins cet établissement, c'est-à-dire en 1946. Ce qui me frappe quand je me penche sur ce passé, c'est véritablement la situation paradoxale qui pouvait être celle d'un jeune homme fasciné par la beauté de l'héritage, par sa grandeur, par son immortalité et le déni de mémoire qui semblait de rigueur dans ces années-là. Déni de mémoire comme si l'on ne devait pas se souvenir. Déni de mémoire comme s'il était de bon ton de ne pas assumer ce passé. Déni de mémoire comme si ce qui était à transmettre était devenu intransmissible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que la première chose qui pouvait frapper un jeune homme arrivant à Paris à l'époque, c'est que, précisément, il était suspect de vouloir assumer son passé. Régnait une sorte de mauvaise conscience. Mauvaise conscience à l'endroit de la mémoire collective. On n'aimait pas évoquer ce qui avait pu se passer de 1940
à 1945. On le passait sous silence. Mais du même coup, le soupçon était jeté sur tout ce que, disons, la mémoire vive pouvait encore prétendre nous restituer. D'où cette mauvaise conscience à l'endroit du sentiment national. Mauvaise conscience à l'endroit du passé colonial. Mauvaise conscience à l'endroit des prouesses militaires, quand bien même nous eussions, à travers l'armée d'Afrique, sauvé l'honneur et libéré le pays. Mauvaise conscience à l'endroit de tout un passé littéraire qui aurait été, disait-on, surexploité à des fins partisanes pendant les années dites d'occupation. Mauvaise conscience à l'endroit de l'art lui-même, qui ne voulait pas s'avouer, quand nous, jeunes gens, nous étions fascinés par ce cinéma de l'époque de l'occupation qui avait produit tant de chefs-d'œuvre. Mais enfin, tout cela était suspect. Tout cela était considéré comme sujet à caution. Et le soupçon devait bientôt s'étendre. Je le voyais de mois en mois et d'année en année, à l'endroit de tous les secteurs de l'héritage. Le soupçon, pourquoi donc? Il y a un mot du poète René Char qui circulait beaucoup et qu'on citait à cette époque. Nous sommes des héritiers qui ne bénéficient d'aucun testament. René Char est le poète que vous savez. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il fut chef de la résistance dans tout le sud-est de la France et que son témoignage est assez intéressant quant à l'héritage et quant à la position qu'il devait prendre à l'endroit de celui-ci. Nous sommes des héritiers que ne crédite ou que n'autorise aucun testament. Cette formule m'a toujours laissé songeur. René Char ne rejetait pas l'héritage. Il admettait que le patrimoine, nous l'avions en charge, nous devions le recevoir. Et dans la mesure où notre génération viendra un jour au niveau de l'enseignement, à le transmettre. Mais qu'est-ce à dire que nous sommes des héritiers sans testament? Il voulait dire par là qu'il n'y a pas eu une passation directe du pouvoir, que nous n'avons pas été mandatés individuellement, crédités par les maîtres du passé pour avoir à transmettre leurs pensées. Qu'il y aurait donc eu dans la transmission un raté, qu'il y aurait eu dans la transmission une sorte de hiatus, comme si la chaîne comportait un maillon manquant. Car en effet, je n'ai pas été mandaté pour transmettre ce que j'essaie de transmettre. Je le serai par après. Par après, j'ai reçu des mandats. De par quelques-uns de mes professeurs d'université, quand je fus mis en charge de l'héritage d'Henri Bergson, puisque je fus le dernier exécuteur testamentaire de l'auteur des deux sources de la morale et de la religion. Je dus veiller
à l'exécution stricte de son testament dans la publication ou la republication de ses œuvres. Mais, pour l'heure, Cagneux à Henri IV, je n'avais aucun mandat. Et personne n'était là pour me dire « c'est ton héritage, ce sont les tiens, transmets ». D'autant plus que quantité de sirènes de malheur se faisaient entendre de partout pour me dire que les auteurs dont je pouvais me réclamer avaient été fortement utilisés en des temps obscurs. Je n'en dis pas plus. Et du même coup, ces auteurs devenaient des auteurs maudits. C'était comme par hasard tous ceux qui célébraient la grandeur nationale. Quand j'arrivais à Paris, déclinant mon identité intellectuelle ou mon ADN spirituel, si j'ose dire, je m'étais réclamé de Barrès, de Paul Bourget et de Henri Bordeaux, ce qui me valut d'être taxé immédiatement d'affreux réactionnaires par tous mes camarades marxisants. Mais enfin, Bourget, c'est la terre et les morts. Je veux dire, Barrès, c'est la terre et les morts. Bourget, cousin germain de mon grand-père, c'était celui qui célébra le mieux à la fin du XIXe siècle la famille sous toutes ses formes et dans toutes ses exigences. Et Bordeaux, c'est encore un romancier de l'énergie nationale. Or, n'avoir pas de testament, c'est se réclamer de ses auteurs sans que nul transmetteur vous y autorise. Autrement dit, René Char avait suffisamment de lucidité et d'intelligence pour comprendre qu'il y avait un petit problème. Problème d'autant plus grand que René Char, à cette époque, se faisait une sorte de malin plaisir, lui, l'ancien résistant, de recevoir en sa Provence d'origine Martin Heidegger lui-même, auteur considéré comme sulfureux, pour ne pas dire maudit, pour avoir été, en 1933, recteur de son académie. Ce que les détracteurs oublient de dire, c'est qu'il démissionna au bout de 10 mois de son rectorat, avec le courage d'affirmer au ministre hitlérien de la culture que ses valeurs n'étaient pas celles du pouvoir et qu'elles étaient si opposées à celles du pouvoir qu'il lui était impossible de continuer à assumer dans l'Allemagne de l'époque des fonctions administratives. Ça, on oublie toujours de le dire, et l'on fait à Heidegger la pire des querelles. Toujours est-il que, fort de l'administration de René Char, je décidai à ce moment-là que je ne serais pas seulement celui qui recevrait l'héritage, mais que je prenais alors la décision que je n'avais pas encore prise de devoir être un jour moi-même un transmetteur, c'est-à-dire un enseignant. Cette vocation d'enseignant, elle m'est venue non pas comme une envie de monter sur une estrade, mais elle m'est venue comme une nécessité, celle d'assurer une transmission de plus en plus compromise. De plus en plus compromise parce que, sans doute, il y a la question des auteurs que l'on va transmettre, mais ça, c'est, si je puis dire, la forme. Ce qui compte, c'est le fond, c'est-à-dire ce qu'on véhicule avec soi. Or, la thèse qui commençait à se faire jour dans une étrange lecture de Heidegger lui-même, c'était que l'on devait pratiquer à l'endroit de l'héritage une destruction présumée créatrice. La destruction créatrice, c'est sans doute
une thèse que défendra un jour Schumpeter, mais qui, à l'époque, était véhiculée par toutes les têtes prétendues pensantes, mais je dirais toutes les têtes délirantes, pour justifier l'autodafé, c'est-à-dire cette façon de brûler les livres, qui n'était pas le privilège des nazis à Nuremberg, mais qui était, dans les années 46, 47, 48, le privilège des maîtres à penser de la France des écoles, c'est-à-dire de tous ces gourous marxisants qui s'érigeaient en censeurs de la République. Donc, je me mettais dans l'obligation d'être un transmetteur à l'heure de la destruction dite créatrice. Et c'est dans cet esprit que je me mis à relire les Grecs et les Latins, qui sont véritablement nos racines, et à partir de là, à essayer de reconstituer ce que j'ai appelé la chaîne d'or, qui relie les Grecs et les Latins à notre modernité, en passant par tous les âges de l'intelligence classique européenne. Donc, je prenais en charge cette transmission. Transmettre. Transmettre, c'est-à-dire faire connaître aux générations montantes ce que j'avais moi-même acquis. Tout mon apprentissage, en Cagne à Henri IV, puis une dernière année à Louis le Grand, avant d'entrer en 1950 à la rue d'Ulm, consista à m'approprier cet héritage, à le faire mien, sans arrière-pensée ni complexe, sans ressentiment et sans honte, fier de l'héritage lui-même, pour être en mesure, dès que j'aurai une classe, de le transmettre. C'était évidemment compter que la transmission serait autorisée, qu'elle serait libre, qu'elle ne se heurterait pas à des oppositions. Et ce fut avec un certain bonheur que j'enseignais au lycée Banville de Moulins d'abord, en classe de terminale, l'expérience la plus belle qui me fut donnée d'enseigner, avant de connaître à Clermont-Ferrand la suite de cet enseignement, en classe de Cagne, c'est-à-dire que je préparais à l'école désormais mes élèves, jusqu'à ce que cet événement étrange, paradoxal, incompréhensible, que fut mai 68. Mai 68, qu'est-ce que c'était? On a utilisé un mot anglais pour désigner l'événement. Happening. Et ce happening qualifiait un événement festif et libérateur, une sorte de scène de carnaval où, précisément, la jeunesse se libère du passé pour anticiper l'avenir à la faveur d'un immense feu de joie. Mai 68, cela voulait être ce feu de joie. Je vous avoue que je ne l'ai pas pris ainsi. J'enseignais dans ma Cagne, à Clermont-Ferrand, et j'évoquais encore, il y a quelques semaines, avec un de mes anciens élèves de l'époque, ce qu'avait été, pour eux comme pour moi, mai 68.
Et ce gentil élève qui me fait profiter de sa mémoire me dit « Vous avez eu un mot qui nous a étonnés, car alors que tout le monde était en grève, vous continuez à donner vos enseignements. Au lieu de nous dire « Ils ont occupé la Sorbonne », vous avez trouvé une métaphore. Et vous avez simplement commencé votre cours en disant « Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie ». Ce fut mon seul commentaire devant mes élèves de l'événement. Et maintenant, au travail, ouvrez vos cahiers, le cours continue. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. C'est-à-dire que, dès l'époque, j'avais conscience que le prétendu happening sur lequel nos politiques avaient déjà un regard indulgent, parce qu'ils n'avaient pas le courage de regarder les choses en face, que le prétendu happening était véritablement quelque chose de catastrophique. Et je me souviens que j'avais ajouté à ce simple mot l'évocation d'un personnage sinistre dans la mémoire des lettrés, l'incendie du temple d'Artémis à Delphes par Érostrate. Érostrate, c'était ce jeune homme qui voulait absolument inscrire son nom dans l'histoire et qui cherchait le geste le plus odieux, le plus scandaleux, le plus iconoclaste pour essayer de s'introduire ainsi par violence dans l'histoire. Il mit le feu au temple d'Artémis, qui était considéré comme une des 7 merveilles du monde. Ils avaient brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Érostrate avait réussi la crémation de l'Artémis d'Éphèse. Voilà comment je jugeais le charivari de la Sorbonne. Autrement dit, pour moi, c'était grave. Et j'essayais de transmettre cette gravité à mes auditeurs. Ce qui ne fut pas sans provoquer quelques émoi dans cette bonne ville de Clermont-Ferrand, où pourtant les gens sont très calmes et très amoureux de l'ordre. Mais enfin, j'en faisais peut-être trop, parce que cela allait à l'encontre des idées reçues, ou du moins des idées qui commençaient à se répandre. Ça commençait à paraître un peu fort que ce professeur, qui était un modeste professeur de Cagne, en remontre à tous ses collègues en refusant de les suivre dans leur grève générale et continue à donner son enseignement. On réunit un tribunal, l'Assemblée générale des grévistes, qui tenait à ce que les choses se fassent selon un certain lustre, décida un certain jour d'instruire l'affaire Magnard et d'en juger. Je me gardais bien sûr de me rendre à la convocation que j'avais reçue de leur part. Mais il paraît que dans un amphi qui faisait salle comble, à la faculté de droit, se produisit un avocat général qui m'accusait évidemment d'être le dernier des fachos, et un avocat qui défendit ma cause, avec sans doute assez de brio, puisque c'était un de mes anciens élèves. Toujours est-il qu'après un débat qui dura tout l'après-midi, le jugement fut prononcé, qui me fut transmis aussitôt. L'Assemblée générale des grévistes a décidé que l'on n'avait pas de motif de suspendre le cours de Magnard, car Magnard était au-delà de la Révolution. J'en pris acte et je continuai mon cours. Mais c'est l'administration du lycée qui trouva la chose vraiment scandaleuse que le professeur le plus conservateur qui puisse être
l'homme de la transmission avait imposé le respect aux trublions de la Révolution, de sorte qu'il fit fermer le lycée où j'étais le seul à donner mon cours, et fermer à double tour toutes les portes, de sorte que le lendemain, quand je voulais donner mon cours, je ne pus y pénétrer. Qu'à cela ne tienne, je me suis saisi d'une grande feuille blanche et d'un rouleau de scotch, et j'ai mis sur la porte du lycée une affiche disant que mon cours continuerait dès le lendemain matin dans mon jardin, à telle adresse, au-dessus de Clermont-Ferrand, à Orsine. Et le lendemain matin, 4, 5, 6 voitures, pleines de cagneux, déchargeaient leur contenu d'auditeurs motivés plus que jamais pour suivre mes cours, ce qu'ils firent pendant presque tout l'été, puisque le concours avait été renvoyé du fait des événements au mois de septembre. Ce fut l'école buissonnière à laquelle mon épouse se prêta en disposant bancs et chaises sur la pelouse du jardin. Nous étions en été, et pour réconforter de force café ou thé ces auditeurs courageux qui bravaient l'émeute pour continuer à préparer leur concours. Cette année-là, jamais Clermont-Ferrand n'eut tant de succès à l'école normale supérieure. Ils avaient été préparés tout l'été par mes soins. Mais la rançon de mai 68, c'est que l'atmosphère se faisait de plus en plus lourde autour de ma personne, si bien que je devais, dès la rentrée suivante, accepter ma mutation dans l'université pour me retrouver à Dijon. Pour y connaître la même vie, c'est-à-dire une existence ponctuée de grèves sauvages que le pouvoir n'avait pas ni la volonté ni la capacité d'interdire, et qui était destiné à nous conduire de plus en plus à une sorte de conscience laxiste et de volonté d'abandon à l'endroit de toutes les valeurs qui font, disons, la pensée de l'Occident. Et j'ai vu alors, à partir de là, disons, la vie universitaire décliner d'année en année, ce qu'elle continue à faire aujourd'hui, à tel point que j'en suis à me demander si véritablement la vilainie, la bassesse, la honte ont un point final, puisque on croit être arrivé au fin fond des ténèbres, au fin fond de la nuit, au fin fond de la honte, au fin fond de la décadence, et on tombe toujours. Bref, ce que nous voyons aujourd'hui n'est au fond que la continuation de ce qui s'est amorcé dans l'impuissance des politiques dès les années 60, 68, 70. Je vous passe les différents épisodes de cette carrière universitaire, dont l'essentiel tient en un mot. Il fallait un rebelle, je le fus. À certaines périodes de cette histoire, le seul rebelle de l'université française. Je le sais par mes contestataires, qui étaient les premiers à l'écrire sur les murs de la faculté de Dijon, et qui me présentaient comme le fasciste à abattre. Cela ne peut que vous donner davantage de détermination,
car s'il s'imagine que on peut, disons, faire taire la pensée par ces moyens-là, on se trompe. Toujours est-il que ce soit à Dijon, puis ensuite à Poitiers, la vie universitaire était scandée par des épisodes de grève sauvage que le pouvoir n'avait ni les moyens, ni le courage, ni la volonté même de réprimer. Au lieu de cela, on allait d'abandon en abandon. Il n'y avait que moi-même, dans mes méthodes et dans mes programmes, qui refusais d'abandonner. Il y eut un épisode particulièrement brutal. Ce fut à Dijon, lorsque, au bout de 3 jours d'une grève générale, je continuais à faire cours et que je fus l'objet d'une voie de fait de la part de contestataires qui ne venaient pas de Dijon car les Dijonnais avaient déclaré forfait. Ils avaient renoncé à chahuter mon cours. J'avais gagné sur Dijon. Mais il y avait Besançon, qui n'était pas loin. Et à Besançon, il y avait des contestataires véhéments. Les Maus Fontex. Les Maus Fontex, un jour, dépêchèrent 2 quarts d'individus cagoulés et masqués qui se rendirent sur Dijon pour mettre un terme à mon enseignement. C'était au 4e étage que je donnais mon cours, avec des fenêtres et des balcons qui donnaient sur le vide. Et quand je vis arriver cette meute, je n'eus pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Je restais debout à mon estrade et je continuais mon cours. Tandis qu'entraient les énergumènes, renversant table et chaises et malmenant les étudiants. Ils étaient passés par la porte du fond pour éviter de tomber directement sur moi. Et ils remontaient la salle jusqu'à moi. Je voulus éviter une table qu'on jetait sur des étudiants qui étaient tombés par terre, et d'une main, je retins la table. De l'autre, je me suis trouvé saisi par l'un des contestataires, et pour me dégager, je lui ai envoyé un direct bien sonné dans la figure. Il eut le nez en sang au bout de quelque temps. Il se retira aussitôt avec tous ses suiveurs au slogan « Le fascisme ne passera pas ». L'incident avait duré 10 minutes, pas plus. Je demandais à tout le monde de remettre table et chaises en place et j'ai dit « le cours continue ». Ce qui me valut, dans l'après-midi, un appel du président de l'université. Ce monsieur qui avait été élu en raison de ses idées avancées, c'est-à-dire pas mal décomposées, me disait « Je vois sur l'emploi du temps que vous avez prévu de faire cours demain. Un cours d'amphi, où vous attendez quelques 150 étudiants. Je vous donne l'ordre de suspendre votre cours. » Monsieur le Président, lui ai-je répondu, il est des ordres auxquels un homme d'honneur a le devoir de désobéir. Et j'ai raccroché. Et à ce moment-là,
Je me trouvais donc dans une position tout à fait, disons, inconfortable, mais je n'avais pas à hésiter une minute. Le lendemain, avec sans doute une certaine peur au ventre, j'allais donner mon cours comme si rien n'était. J'entrais dans l'amphithéâtre, ils n'étaient pas 150, ils étaient peut-être 300, assis partout sur les marches d'escalier, sur les rebords des fenêtres, suspendus aux corniches, pour ainsi dire, partout. Et j'ai pas pu ne pas avoir une sorte d'appréhension. Qu'est-ce qu'ils prévoient? Ils vont me faire la peau. C'était quantité de gens qui n'étaient même pas mes étudiants. D'une voix blanche, j'ai fait mon cours. À peine le cours achevé, tous se sont dressés pour me faire une ovation. J'avais gagné. Quand le front craque, quand c'est la débâcle généralisée, il suffit d'un soldat qui décide de faire face pour que le front tout entier se reconstitue autour de lui. Ce mot d'Aristote est revenu en mémoire. Rentrant chez moi et rassurant mon épouse, j'ai pris mon téléphone pour appeler le président de l'université. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous faire savoir que la grève est maintenant terminée. Et j'ai raccroché. Je m'en suis certes pas fait un ami, mais on n'est pas sur Terre pour se faire des amis, surtout dans une société aussi corrompue. Toujours est-il que, de jour en jour, les cours reprenaient dans toutes les universités, les unes après les autres. Alors voilà, si vous voulez, quelques épisodes qui signifient ce qu'a été l'attitude du rebelle, qui a voulu faire son devoir jusqu'au bout. Seulement ça, c'est pour la forme. Et qu'en est-il du fond? Parce que je me suis battu, mais pourquoi? Et qu'ai-je transmis en réalité? Ça a été la meilleure école pour le professeur que j'étais. C'était cela qui devait faire de lui un maître d'école. Et de quelle école? Après avoir pris le parti de transmettre envers et contre tout, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je transmets? Et en quoi, disons, le patrimoine intellectuel que je transmets peut-il avoir valeur roborative sur une jeunesse en mal de valeur et qui ne sait pas où elle va? Et c'est là que se constitue, si on peut dire, l'aspect proprement fondamental de ce qu'a pu être mon action. La forme, c'est le rebelle qui reste debout sur le front, dans l'espoir que ce front se reconstituera autour de lui. Le fond, c'est ce que j'ai appelé la chaîne d'or. Transmettre. Transmettre quoi? Et qu'est-ce que transmettre? La transmission, c'est la passation d'un bagage, d'une génération à une autre. Mais qu'est-ce que représente cette passation? J'ai très vite découvert que cette passation, même si elle était, dans les meilleures périodes, créditée par l'institution, avait quelque chose
de la passation d'un bagage de contrebande. Autrement dit, quelque chose qui ne devrait plus avoir lieu d'être et dont on a décidé que cela survivrait. Quelque chose dont on a décidé que cela constituerait une sorte de viatique pour la suite des temps. Quelque chose à quoi l'on donne, du fait de ce geste courageux, une consécration. Autrement dit, le patrimoine devenait quelque chose de sacré, à partir du moment où il se transmettait de cette manière. Mais qu'est-ce que, en l'occurrence, professeur de philosophie, j'avais à transmettre? On parle d'histoire de la philosophie. Et là, très vite, il m'a paru qu'il y avait malentendu, voire même mal-donne. Est-ce qu'il y a une histoire de la philosophie? Il y a une histoire des sciences, car les sciences progressent comme un jeu de mécano dont on redistribue les éléments en fonction des nouvelles découvertes et des nouveaux ajustages. Il y a une histoire des sciences. On avait calqué jusqu'ici l'histoire de la philosophie sur l'histoire des sciences. Émile Breillet, dans sa grande histoire de la philosophie, n'avait rien fait d'autre que d'effectuer ce décalque. Léon Brunswick en avait été le théoricien. Et on peut dire que depuis la fin du XIXe siècle, on vivait là-dessus, sur une histoire de la philosophie. Or, d'entrée de jeu, je déclarais qu'il n'y avait pas d'histoire de la philosophie, ou que cela du moins ne m'intéressait pas, que j'avais rien à en faire, qu'il y avait une histoire de la pensée, une histoire de l'esprit, une aventure de l'esprit, et que c'est cette aventure de l'esprit dont je devais suivre la continuité depuis les origines, à travers toutes les épreuves par lesquelles l'Occident avait pu passer. Et c'est ainsi que je reconstituais ce que j'appelais la chaîne d'or. Avec obstination, ce sera la tâche de toute ma vie, m'assurer que la chaîne d'or se suive en continuité sans qu'aucun maillon ne manque. La chaîne d'or, c'est-à-dire ce qui nous relie aux origines, ce qui nous relie aux présocratiques, ce qui nous relie à Socrate, et ce qui, à partir de là, fait de nous des héritiers. La chaîne d'or. Or, ce que je constatais très vite, c'est que cette chaîne comportait des lacunes et qu'il y avait des maillons manquants. Et c'est pourquoi je m'évertuais à retrouver les maillons manquants. Quand on passe de Platon et d'Aristote aux néoplatoniciens, il y a 4 siècles qui se passent sans qu'on sache trop ce qui s'y produit. Donc, je m'efforçais de retrouver le médioplatonisme et de voir comment il se transformait en néoplatonisme et consacrer mes enseignements précisément chaque fois à combler une lacune, à forger un maillon manquant. Et c'est ainsi que j'eus à gérer le passage de l'Antiquité gréco-latine au Moyen-Âge, puis du Moyen-Âge à la Renaissance, de la Renaissance au temps moderne. Chaque fois, je devais en quelque sorte me reconvertir pour être le forgeron de la continuité. Cela fut facilité sans doute par mes mutations successives, qui de Dijon m'avaient conduit jusqu'à Poitiers, et qui, de Poitiers, devaient me conduire à la Sorbonne. Je ne suis pas allé à la Sorbonne pour satisfaire une vanité
qui n'a pas lieu d'être, surtout quand on voit ce qu'est devenu la Sorbonne aujourd'hui. Mais j'y suis allé simplement pour pouvoir boucler la boucle et avoir les moyens de réaliser cette chaîne d'or. Et c'est à ce titre que, à peine élu à la Sorbonne, j'étais élu à la présidence de la section 45 du CNRS, en charge de défendre les humanités dans cette noble institution, et je me donnais comme programme que je réalisais pendant les 5 ans de ma présidence la réalisation de tous les maillons manquants dans la chaîne. Il s'agissait en effet de voir comment se fait le passage de l'héritage de siècle en siècle. Comment il s'effectue quand on s'interroge sur précisément ce que peut être ce vivant qu'est l'esprit ou la pensée, appelez-le comme vous voudrez, mais qui constitue par lui-même un vivant dont l'histoire de la pensée a relevé les avatars successifs. Retrouver cette continuité, c'est inscrire la transmission dans une tradition vivante et de ce fait faire vivre cette tradition. J'avais conjugué les deux mots qui étaient pour moi les mots-clés, tradition et transmission. Deux mots qui ne se recoupent pas exactement. La transmission, c'est une opération, alors que la tradition, c'est un héritage. Comment cet héritage peut se transmettre, quand bien même il n'y aurait eu aucun testament pour nous y autoriser. Donc, ce que j'aurais effectué à travers la Sorbonne et le CNRS, c'est cette greffe de la tradition, de la transmission plutôt, sur la tradition, qui fait que ce mouvement est un mouvement organique, un mouvement vivant, dans lequel les générations successives peuvent s'inscrire et auquel elles peuvent prendre part. C'est cela, au fond, que j'avais à cœur de réaliser, et ce que ce petit livre que je viens de produire essaie de retrouver, c'est précisément le sens de cette dynamique transformationnelle qui transmet l'essentiel du patrimoine intellectuel et spirituel. Essayons de conclure ces propos. Ma conclusion consistera à dire que j'ai pu ainsi, au travail, dans la nécessité, dans la gêne, dans la contrainte, dans le combat, faire l'épreuve de ce qu'était une tradition vivante. On nous serine depuis des années que nous sommes des traditionnalistes, des trados ou des tradis ou des je ne sais quoi. Ça devient quelque chose de dérisoire. Eh bien, contre nos détracteurs et contre nos amis qui pourraient douter, je dirais que la tradition est quelque chose de vivant. Si je substitue l'histoire de la pensée ou l'histoire de l'esprit à l'histoire de la philosophie, c'est pour signifier qu'il y a un sujet vivant, l'esprit, qui pense. Et ce sont les aléas de ce sujet que je suis à travers la suite des siècles.
l'esprit qui toujours vit, et qui se survit toujours à lui-même, et qui toujours renaît de ses épreuves. La tradition, j'en ai fait l'épreuve comme de quelque chose de vivant, et non pas quelque chose de suranné, quelque chose de chloroformé, quelque chose de panthéonisé, quelque chose qui serait voué à la muséographie. Non, c'est quelque chose de vivant, qui est fait de notre chair et de notre sang, et que nous perpétuons à travers l'effort que nous faisons pour en faire partager le bénéfice, le bienfait, l'héritage. Donc, quelque chose à quoi il faut savoir rester fidèle. Dans la fidélité à quelques exigences élémentaires. Il y a un débat qui m'a toujours beaucoup frappé. C'est celui auquel donne lieu l'art contemporain. Une mystification ou une escroquerie, si ce n'était encore que cela, ce serait pardonnable. Mais c'est une profanation qui ne s'avise pas que, depuis les origines de l'humanité, l'art est une liturgie au service du beau, considéré comme l'expression même du bien. Or, l'art contemporain a prétendu en finir avec la domination du beau pour proposer une exaltation, une célébration de la laideur, de l'horreur, de la vulgarité, comme si il fallait en finir avec la suprématie du beau. Eh bien, je dirais que l'une des leçons que j'ai tirées de ma reconstitution de la chaîne d'or, qui, depuis les origines, nous conduit jusqu'à nos jours, m'a convaincu que cette chaîne d'or ne se pouvait constituer que dans la reconnaissance de la convertibilité de trois notions, le vrai, le beau et le bien. Évidemment, on dira que c'est quelque chose de dogmatique et qu'à ce titre, c'est peut-être périmé. Eh bien, quoi qu'il en soit de la péremption, je pense que c'est ceux qui respectent la convertibilité du beau, du vrai et du bien, qui s'assurent une vie en plénitude dans l'exaltation de toutes les forces de l'esprit. Et les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.